Bonjour. On va regarder dans cette petite capsule la page 10 des notes de cours du chapitre 5, qui est le test de comparaison de deux moyennes. Donc, on va considérer aussi les échantillons qui sont indépendants. Donc, quand on a un grand nombre de recherches, bonjour. Dans cette capsule, on va regarder la page 10 des notes de cours qui parle de test de comparaison de deux moyennes d'échantillons. Donc, on va parler des échantillons 1, échantillon 2 qu'on va nommer dans une légende et on va vouloir se poser la question, est-ce qu'il y a un écart significatif entre mes deux moyennes qui fait en sorte qu'on peut déduire qu'il y a un écart significatif dans la population? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour faire ce genre de test-là? On va avoir besoin de la comparaison de deux populations distinctes. Donc, ça peut être aussi simple que les hommes versus les femmes. Dans un contexte médical, ça peut être un groupe placebo, un groupe qui prend des médicaments. Ça pourrait être le Canada versus les États-Unis avec des variables à l'intérieur de tout ça. Donc, ce qui est important, c'est deux échantillons tirés au hasard dont on va avoir besoin, contrairement à ce qu'il y avait dans les sections précédentes. On avait un seul échantillon qu'on comparait avec la moyenne de la population de laquelle il provenait. Donc, là, on a deux échantillons de deux populations différentes et on va tester si l'écart entre mes deux échantillons est assez significatif pour dire qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Parce que si je prends des échantillons dans des populations qui ont sensiblement des moyennes identiques, bien, ça se peut que je ne sois pas dans mes deux échantillons exactement sur la même moyenne. Donc, il va falloir que je vérifie à quel moment où est-ce que c'est trop. Donc, l'écart, est-ce qu'il est grand, petit? Donc, c'est mon test d'hypothèse qui va répondre à cette question-là de la même manière qu'on a répondu au même genre de questions dans les capsules précédentes. Il va y avoir deux cas, encore une fois, comme dans le test sur une moyenne, il va y avoir le cas des grands échantillons. Donc, il faut que les deux échantillons soient supérieurs ou égaux à 30 pour considérer qu'on est dans le cas 1. Dès qu'il y en a un des deux échantillons dont la taille devient plus petite que 30, là, on est dans le cas 2. Même si j'ai l'échantillon 1 qui a 38, l'échantillon 2 a 28, on est dans le cas 2. Donc, il faut que les deux soient en haut de 30 pour être dans le cas 1. Vous avez ici la nuance entre les étapes qu'il y avait précédemment. Et là, vous avez le nouveau Z étoile qui est la statistique de test. C'est pas mal ça qui change là, à chaque test différent. C'est la statistique qu'on calcule. Donc, la statistique de test inclut les moyennes échantillonnales du groupe 1, groupe 2. Ça pourrait être, par exemple, les femmes, les hommes, la moyenne d'âge. Ça peut être les États-Unis, le Canada, etc. Donc, 1, 2, c'est juste pour... C'est comme une légende qu'on va changer. Écart type 1 ici qu'on met au carré, écart type 2 qu'on met au carré, taille d'échantillon 1, taille d'échantillon 2, on fait des fractions, on additionne, on fait une racine et on fait un paquet de choses dans ce calcul-là. Ça va être important de bien calculer pour ne pas toujours tomber à côté de la bonne réponse. Dans le deuxième cas, le calcul semble un peu plus gros. Il est un peu, mais il est quand même pas si mal. Tu sais, on le décortique morceau par morceau, ça va quand même aller bien. Donc, on va l'appeler le T étoile, qui est différent du Z. Donc, ça va être la loi de Student qui va nous aider à déterminer la valeur qu'on garde. Est-ce qu'on rejette ou on accepte H0? Donc, on va placer notre T étoile par rapport à la valeur critique et on va prendre une décision par rapport à ça. Les 6 étapes de résolution vont demeurer exactement les mêmes. Comme je vais vous dire, c'est les valeurs de T étoile et Z étoile qui vont changer. Puis les données dans le départ là aussi qui vont changer un petit peu. Il va y avoir les degrés de liberté pour la loi de Student aussi, que c'est bon à savoir comment je fais pour choisir à quelle ligne je lis la table de la loi de Student. Bien, c'est un calcul légèrement différent. C'est N1 plus N2 moins 2. Je vais y revenir quand ça va être le moment approprié de l'appliquer. Les bons vieux exemples, c'est toujours l'idéal pour mieux comprendre. Donc, vous avez un groupe de consommateurs qui fait présentement l'essai de réchaud camping. Pour vérifier la capacité de chauffage d'un réchaud, ils mesurent le temps nécessaire pour porter à ébullition 2 litres d'eau. Donc, ils mettent leur 36 réchauds. C'est sûr, c'est un groupe de consommateurs qui, sûrement, veulent avoir des réponses à leurs questions. Donc, ils ont 36 réchauds du modèle 1, 36 réchauds du modèle 2, donc deux populations différentes.
Et ils ont pris 2 échantillons différents dans ces 2 populations-là. Donc, les 2 modèles ont eu les résultats que vous voyez. Modèle 1, on n'a pas mis de nom, c'est le modèle 1, 36 essais. En moyenne, ça prend 11,4 minutes pour que l'eau bout et un écart type de 2,5 minutes, 9,9 minutes pour que l'eau bout dans le deuxième et 3 minutes d'écart type. Donc, les consommateurs désirent savoir lequel des 2 réchauds chauffe le plus rapidement. Donc, à partir de l'échantillon, on veut savoir s'il va y avoir une différence finalement entre les 2 ou si, comme le vendeur ou peu importe les promoteurs le disent, est-ce qu'il n'y a pas de différence entre les 2. Donc, première des choses, identification de la variable et choix d'analyse statistique. On a 2 moyennes, donc on fait le test sur 2 moyennes. Ici, bon, j'ai coupé un peu les coins ronds, mais c'est exactement les mêmes données qui étaient déjà écrites avec leur symbole. Donc, je ne les ai pas réécrites dans l'étape 1. S'ils sont déjà énumérés, ce n'est pas nécessaire de les réécrire. C'est surtout de voir si vous êtes capable de tirer l'information d'un test. Donc là, ce qui manquait, c'était quel type de test? C'est quoi la variable aléatoire? C'était le temps nécessaire pour porter à ébullition 2 litres d'eau. Et le alpha, il est écrit dans la dernière ligne ici, c'est le 5 %, c'est le seuil de signification, toujours décidé pour vous. Mes hypothèses, toujours le statu quo au début, on dit que le réchaud 1, pour tous les réchauds, la moyenne va être égale à celle du modèle 2. Ça, c'est mon statu quo, c'est toujours un égal qui va là dans H0. Et dans H1, on va regarder, je vais me dire, est-ce que la moyenne du premier est différente de la moyenne du deuxième? Et là, remarquez, il n'y a pas de chiffre dans celui-là. Je me demande vraiment ici une différence entre les 2 moyennes, donc je ne me pose pas de question si la moyenne 1 est différente d'un certain chiffre. C'est vraiment 2 variables qui vont rester variables, même dans les exemples. Donc, différent ici, c'est à cause de la tournure de phrase dans la mise en contexte. Ici, ce n'est pas un test unilatéral à gauche, c'est un mauvais copier-coller, c'est un test bilatéral. Donc, bilatéral parce qu'il y a un égal pas. Donc, la zone de rejet va se retrouver à part égale à gauche et à droite dans la loi normale. Bien, évidemment, ici, on regarde à l'étape 3. Est-ce que mes 2 échantillons sont plus grands que 30? Oui. Donc, on prend la loi normale. C'est pas plus compliqué que ça. L'étape 3, on vérifie, on l'écrit et on passe à l'étape 4. Calcul, c'est la statistique de test, donc Z étoile. Et là, j'applique le gros calcul en remplaçant, sans me tromper, là, tout ce qui est 1 va ensemble, tout ce qui est 2 va ensemble. Essayez de ne pas vous tromper là-dessus. Et ça me donne, en faisant tout ce gros calcul-là, environ 2,30 si j'arrondis à 2 décimales. Je garde ça en banque pour le mettre dans le graphique quand j'arrive à l'étape 5. Donc, à l'étape 5, je fais ma cloche de la loi normale. Je place mes 2 sections aux 2 extrémités à cause de l'aspect bilatéral. Donc, j'ai 2,5 % à gauche, 2,5 % à droite parce que j'avais 5 %. Donc, 5 % divisé en 2, ça fait 2,5 chaque bout. Donc, je sais que mon Z critique, c'est la ligne ici. Mais 2,5, ça ne m'aide pas beaucoup dans ma table de la loi normale. Je suis obligée de prendre la section en blanc, lui dire à ma table de la loi normale, voici la surface que je te donne. Donne-moi donc la ligne pour avoir cette surface-là. Donc, 47,5 %, c'est 0,475. Je cherche ça dans le milieu. 0,475, il est pile dessus. Donc, ça me donne 1,96. Vous allez voir, les mêmes chiffres reviennent assez souvent. Donc, 1,96, c'est ZC. Moins 1,96, c'est moins ZC. Donc, vous allez avoir l'autre section ici. Moins ZC égale moins 1,96. Et vous pouvez maintenant joindre l'information de l'étape 4 dans votre étape 5. Donc, j'avais 2,30. Ici, la ligne ZC sur l'axe numérique, c'est 1,96. Donc, 2,30 sur l'axe numérique, c'est plus loin que 1,96. Donc, je me retrouve dans cette zone-là qui est la zone noire. Fait que ça, n'oubliez pas, la statistique de test mesurait en termes de code Z la distance entre mes 2 échantillons. Parce que si, comme dans le statu quo,
on prévoyait, si les deux ratios étaient pareils pour toute la population, mais les échantillons n'auraient pas été aussi différents l'un de l'autre. Là, c'est difficile de quantifier. Est-ce que c'est très différent, pas différent? Il faut faire tout ce calcul-là. Donc, à la suite de ce constat, je fais ma décision statistique. Donc, puisque Z étoile qui vaut 2,30 est plus grande que 1,96, on est dans la zone noire, qui est la zone de rejet de H0. On conclut qu'il y a une différence entre les deux marques de réchaud. Donc, tous les réchauds vont globalement se comporter différemment. Donc, ce serait une bonne façon, par exemple, pour une compagnie de promouvoir son produit en faisant un test là, avec le concurrent. Dans l'exemple 2, la différence, c'est que c'est un test unilatéral, donc le reste va rester sensiblement le même et les données sont un peu éparpillées partout dans votre texte ici. Donc, un professeur désire comparer l'efficacité de deux méthodes pédagogiques. Les élèves sont répartis de façon aléatoire en deux groupes. Le premier groupe reçoit un enseignement selon la méthode 1, on peut appeler comme on veut, mais on va le simplifier en mettant 1. Et le deuxième groupe reçoit un enseignement selon la méthode 2. À la fin du cours, les élèves subissent un examen final. Le premier groupe comptait 49 élèves présentant une moyenne de 74,8 points et un écart type de 14 points. Quand on commence à lire, on peut déjà toutes les noter. Donc, ce que vous voyez ici, 74,8 points, écart type 14. Le deuxième groupe de 50 avait une moyenne de 81,3 points, un écart type de 15. Et le professeur prétend que la deuxième méthode augmentera le résultat moyen de l'examen final. Donc, est-ce que son hypothèse est justifiée au seuil 5 %? Donc, j'ai répertorié toutes les données qui étaient dans le problème ici. C'est le test sur deux moyennes, ça c'est important de l'inclure. Je fais mes hypothèses, toujours en mettant mu1 en premier, mu2 en deuxième. Donc, mu1 égale mu2. Mu1, mu2, là, il fallait que je me casse un petit peu la tête pour savoir est-ce que je mets la flèche d'un sens ou de l'autre. Là, ce qu'il nous demande, c'est que la deuxième méthode va augmenter le résultat moyen. Donc, je lis deuxième plus grand que première. C'est ça l'idée. Ça nous donne un test unilatéral à gauche, donc la flèche pointe vers la gauche, si j'ai bien placé évidemment mon mu1, mon mu2. Et donc, je vérifie en 3 avant de faire mon calcul, est-ce que mes tailles sont suffisamment grandes pour prendre la loi normale? Oui. Donc, les deux tailles ne sont pas pareilles, mais sont au moins les deux plus grandes que 30. Je fais mon calcul de la statistique Z étoile. Donc, ma moyenne 1, moins ma moyenne 2, et blablabla. Je place tous mes chiffres, je calcule. Ça me donne environ moins 2,23. Je fais mon dessin dans l'étape 5 de la cloche de la loi normale avec 0 dans le centre. C'est unilatéral à gauche, donc tout mon 5 % se retrouve à gauche, au complet. Et là, je cherche le Z critique, on l'a déjà fait, 5 % à gauche. Je vais vérifier, donc ça fait moins 1,65 pour la valeur critique. Donc, la barrière ici, si on la dépasse en allant vers les négatifs, bien, on a un rejet de H0. En unissant l'étape 4, moins 2,23, je m'en viens de placer ici, à peu près, là. Donc, c'est plus loin à gauche que moins 1,65. Donc, on rejette H0. On conclut donc que la méthode 2 donne vraisemblablement un meilleur résultat à l'examen final que la méthode 1. Donc, ça voudrait dire que pour la population les deux groupes, en fait, qui proviennent de deux populations, ben, auraient généralement toujours des meilleurs résultats avec la méthode 2. C'est vraiment une probabilité. Tu sais, les probabilités de se retrouver dans la zone noire ici sont très minces. Donc, si on se retrouve dans la zone noire, c'est sûrement qu'il y avait... C'est pas dû au hasard. Donc, si on se fie au hasard, c'est très rare qu'on se retrouve ici. Donc, c'est sûrement pas dû au hasard. L'écart doit être très grand.